directement le projet de loi de finances dans ses impacts pour les entrepreneurs et les PME. Monsieur le ministre, merci. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier d'abord toutes et toutes de votre hospitalité, remercier très sincèrement les organisateurs pour leur invitation, qu'ils soient représentants du monde de l'entreprise ou représentants du monde parlementaire. C'est important pour moi, à la veille de la présentation du projet de loi de finances dans l'hémicycle, de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous. J'espérais qu'il fut totalement confidentiel, mais je vois qu'il y a beaucoup de journalistes. Donc, vous gagnerez en visibilité ce que vous perdrez en spontanéité. Mais comme j'ai l'habitude de dire à peu près la même chose à tous les publics, y compris lorsque la presse est là, je vais aller immédiatement au sujet. D'abord, ce projet de loi de finances pour 2014 s'inscrit dans la volonté d'accompagner les PME dans leur croissance et dans leur développement, les PME, PMI, ETI, mais pas seulement, également l'ensemble des entreprises. Et je voudrais centrer mon propos autour de 3 sujets qui sont comme 3 objectifs que nous nous sommes assignés à nous-mêmes dans l'élaboration du projet de loi de finances pour 2014. Premièrement, faciliter l'accès des entreprises aux fonds propres, c'est important, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, encourager l'innovation. Et troisièmement, favoriser l'emploi et la croissance. Ce sont 3 objectifs simples et ils permettent de donner de la lisibilité à ce que nous faisons. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, à travers le prisme de ces 3 objectifs, de détailler les mesures avant que de répondre à quelques questions qui ne seront pas très nombreuses, j'en suis désolé, non pas parce que je veux les fuir, mais parce que nous sommes précisément dans les dernières réunions avant la séance de demain, et j'ai des contraintes de travail dans l'après-midi qui m'empêcheront d'être avec vous aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Le premier point sur lequel je voudrais dire quelques mots en introduction, c'est sur l'évolution des prélèvements qui pèsent sur les entreprises. Je souhaite, je le dirai demain dans l'hémicycle, au moment où je présenterai le budget, l'exercice budgétaire ne peut pas être un exercice d'approximation. Il importe, la crédibilité de ceux qui portent le budget en dépend, que l'on soit d'une très grande rigueur, d'une très grande précision, à la fois dans les chiffres qu'on convoque et dans les statistiques qu'on sollicite. Et il m'arrive, et j'en suis d'ailleurs fort malheureux, de constater que l'esprit de rigueur n'est pas ce qui domine sur les sujets dont j'ai la charge, dans l'espace public. Parce qu'il y a beaucoup de passion, parce qu'il y a beaucoup d'impatience, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait un peu de mauvaise foi. Tout ça ne contribue pas à faire en sorte que la rigueur intellectuelle et la vérité l'emportent. Or, moi je souhaite être d'une très grande transparence et essayer de faire en sorte que cette exigence de vérité soit première, parce que dans le contexte dans lequel nous sommes, elle est un gage de crédibilité de la parole politique. Premier point, est-ce que la fiscalité sur les entreprises en 2014 baisse ou diminue ? Il m'est arrivé de lire ces derniers jours qu'il y avait 2,5 milliards de prélèvements de plus sur les entreprises. Cela ne correspond pas à la réalité, je veux donner les chiffres, je les donne d'autant plus aisément que je les assume et que j'assume le fait que cette année, les prélèvements sur les entreprises vont diminuer, ce qui n'est pas le cas pour les ménages. Et les prélèvements sur les entreprises vont diminuer par la conjonction de 2 éléments. Je vais donner des chiffres. Le premier élément, c'est que le CICE va monter en puissance. Il va permettre une diminution du coût du travail de l'ordre de 6%, ce qui représente un allègement net de charges pour les entreprises de 10 milliards d'euros en 2014. Si j'ajoute à cela le fait que, par rapport aux prélèvements auxquels il a été procédé l'an dernier, qui étaient des prélèvements qui n'avaient pas vocation à se développer de façon pérenne, un choix que j'ai fait et proposé au Président de la République, au Premier ministre, de ne pas reconduire la totalité des prélèvements opérés l'an dernier, qui étaient des prélèvements qui, pour un certain nombre d'entre eux, avaient un effet court. En réalité, ce qui va être prélevé sur les entreprises par-delà le CICE en 2014, c'est à peu près 1 milliard de moins que ce qui a été prélevé en 2013.
Quand je dis 1 milliard de moins, ce n'est pas 1 milliard de moins d'augmentation d'impôts. C'est 1 milliard de diminution nette des prélèvements sur les entreprises s'ajoutant aux 10 milliards d'allègement net de charges rendu possible par la mobilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Si je vais d'ailleurs plus loin dans le raisonnement en neutralisant ce que nous allons récupérer au titre de la lutte contre la fraude fiscale, c'est-à-dire ce que nous allons récupérer sur ceux qui ne paient pas l'impôt, parce qu'ils ont décidé de se soustraire au droit, et que par conséquent nous n'allons pas chercher chez ceux qui le paient déjà, cet allègement net est de 12 milliards. Donc, je le dis, parce que d'abord il faut l'assumer, et ensuite parce que c'est la vérité, et enfin parce que cela ne correspond pas au tohu-bohu, au bruit de fond qui occupe l'espace public et qui laisse à penser que les prélèvements sur les entreprises augmentent, et augmentent de 2,5 milliards. Bon, c'est faux, ils diminuent de 12 milliards, et par rapport à l'an dernier, les prélèvements diminuent. Alors c'est un raisonnement macroéconomique qui peut être contrarié par le fait que sur tel ou tel secteur microéconomiquement, les choses peuvent ne pas être mesurées comme je viens de le faire, mais la réalité macroéconomique est celle-ci. Donc, si certains d'entre vous ont un carton jaune, ne le brandissez pas pour ce motif, parce qu'il ne serait pas juste. Et certains ont des rouges, alors attendez que je sois parti pour les brandir. Ça, c'est le contexte. Maintenant, peut-être peut-on entrer dans le détail des choses sur les trois sujets que je viens d'évoquer. Tout d'abord, la question des fonds propres dont les entreprises ont besoin pour se développer. Je me souviens d'avoir, dans les années 80, je crois que c'était 82, 83, travaillé sur un livre écrit par des économistes qui s'appelait Marek et Lévy-Garbois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui s'appelait Le boom, la dette, la crise. Et dans ce livre qui s'appelait Le boom, la dette, la crise, qui était intéressant, il y avait une phrase qui devait commencer le livre et qui disait « Si le capital est rare et l'investissement insuffisant, c'est pour des raisons macrofinancières tenant à l'endettement des entreprises. » Et par conséquent, dans un contexte où nous luttons tous pour le désendettement et de la sphère publique et de la sphère entrepreneuriale et l'accès des entreprises aux fonds propres, chacun perçoit la dimension très stratégique de cet objectif-là. Que faisons-nous ? Je vais récapituler l'ensemble des mesures du PLF qui permettent l'accès des PME, PMI, ETI aux fonds propres. D'abord, une réforme ambitieuse des plus-values de valeur mobilière qui résulte d'événements qui se sont passés l'an dernier, auxquels un certain nombre d'entre vous ont peut-être participé, qui ont conduit le gouvernement à souhaiter que des assises de l'entrepreneuriat fussent organisées, permettant la concertation la plus large et le dispositif fiscal le plus approprié. Cette réforme des plus-values de valeur mobilière permet aujourd'hui, pour être simple, vous en connaissez le contenu, à ceux qui investissent et qui investissent durablement dans les entreprises, en prenant le risque de le faire et en restant suffisamment longtemps dans le capital de ces entreprises dans lesquelles ils investissent pour les accompagner dans leur croissance, la durée est de 8 ans, ces Français qui investissent bénéficieront d'un régime de plus-value adossé à des abattements qui rendront le risque reconnu par le dispositif fiscal que nous mettons en place. Autant nous ne sommes pas favorables à encourager la rente, autant nous sommes désireux de faire en sorte que la justice fiscale soit la règle, autant nous considérons que lorsque des Français prennent des risques pour accompagner des entreprises dans leur développement, le régime de plus-value qui s'attache au risque de ceux qui investissent dans les PME, PMI doit être un dispositif incitatif. Alors, je ne reviens pas sur le dispositif de droit commun et le dispositif incitatif qui mobilise des abattements différents, 65% pour le régime dit de droit commun, 85% pour le régime incitatif étant là pour favoriser la création, transmission d'entreprises et également l'innovation, mais ce régime des plus-values de valeur mobilière est un dispositif intéressant, nouveau, qui peut permettre à nos entreprises, à nos PME, PMI, d'avoir accès à des financements auxquels jusqu'à présent ils n'avaient pas accès. Je voudrais également noter que cet été, il a été procédé à une réforme du Code des assurances qui doit permettre également à un certain nombre de fonds investis en assurance vie d'être mobilisés
pour financer des prêts en faveur des entreprises. Et je voudrais également, en présence de Karine Berger, que je salue, qui est une députée très engagée, très investie sur toutes les questions qui touchent à l'entreprise, en évoquant également le nom de ce collègue Dominique Lefebvre, dire que nous souhaitons, dans le projet de loi de finances rectificative, prendre des dispositions concernant l'assurance vie. Comme il y a des représentants du monde de l'assurance vie ici, je veux rappeler que nous souhaitons le faire dans le cadre d'un paquet global qui permette d'engager le monde de l'assurance vie dans la réforme avec nous, avec toutes les exigences de stabilité et d'accompagnement de ceux qui ont placé leur épargne dans l'assurance vie, qui est une confiance nécessaire pour faire en sorte que ces fonds aillent vers les PME, PMI. Vous savez que l'idée est de passer de contrats euro-garantie en contrats euro-croissance, qui sont des contrats plus risqués, qui permettront aux PME, PMI d'en bénéficier. Il faut pour cela que des dispositifs soient mobilisés, qui seront traités dans le cadre du projet de loi de finances rectificative au terme des concertations qui sont en cours. Je voudrais également insister sur le fait qu'en projet de loi de finances rectificative, nous encouragerons les entreprises et les groupes qui investissent dans les PME à travers la mise en place du dispositif dit Corporate Venture, qui met en place là aussi des dispositifs fiscaux incitatifs et intéressants. Réforme des plus-values de valeur mobilière, réforme de l'assurance vie, mise en place du dispositif dit Corporate Venture, et réforme également du PEA, puisque vous savez que nous avons porté le plafond du PEA de 132 000 à 150 000 euros et que par ailleurs nous créons un compartiment supplémentaire de 75 000 euros qui doit permettre des investissements significatifs dans les PME, PMI. Voilà ce que je voulais vous dire sur les aspects fiscaux. Je voudrais dire quelques mots également sur des aspects plus budgétaires. Le fait que nous mobilisions 12 milliards d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir va permettre également à des entreprises d'être accompagnées en fonds propres sur des projets très innovants. Et je veux rappeler que la Banque publique d'investissement, dotée de 21 milliards d'euros, accompagne de la création jusqu'à la cotation, du crédit jusqu'à l'accès aux fonds propres, les PME, PMI les plus innovantes dans leur parcours de croissance. Donc voilà des mesures fiscales et des mesures budgétaires qui sont dans le projet de loi de finances pour 2014 et qui témoignent de la volonté que nous avons d'être dans l'accompagnement des entreprises qui prennent des risques, qui croissent et se développent. Ça, c'est pour l'accès aux fonds propres. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur un deuxième sujet, qui est la question de l'innovation. Nous avons dans ce pays un besoin d'accompagner l'innovation, par-delà ce que nous faisons pour les entreprises qui ne sont pas toutes innovantes, mais lorsque les entreprises sont innovantes, l'innovation constitue une part de risque supplémentaire qui implique qu'on mobilise des moyens. Je veux faire l'inventaire de tout ce que nous mobilisons dans le projet de loi de finances pour 2014 au titre de l'innovation. D'abord, une augmentation très significative des enveloppes allouées au crédit d'impôt recherche. Je veux quand même rappeler qu'entre 2013 et 2014, c'est 1,7 milliard d'euros supplémentaires qui auront été mobilisés au titre du crédit d'impôt recherche. Le préfinancement du crédit d'impôt recherche mis en place en 2013 a permis et permettra à l'avenir, ce qui d'ailleurs était une revendication des petites et moyennes entreprises, de soutenir la trésorerie des entreprises qui font beaucoup d'investissements en recherche-développement. Nous avons voulu également dans ce domaine que le choc de simplification puisse intervenir en facilitant pour les PME, PMI le recrutement de jeunes doctorants ou en facilitant les démarches qui touchent à toutes les questions attachées à la propriété intellectuelle. C'est un sujet pour les entreprises innovantes très important, qui peut être très lourd sur le plan de la gestion administrative et juridique. Nous avons voulu que toute cette problématique des brevets soit simplifiée. Nous avons également en 2014 décidé d'inscrire en loi de finances un dispositif qui a été demandé dans le cadre des assises de l'entrepreneuriat, qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est le crédit d'impôt innovation, qui est centré sur les PME, PMI qui décident d'investir dans la promotion de nouveaux produits à hauteur de
160 millions d'euros. Enfin, je parle là du niveau de la dépense mobilisée au titre de ce crédit d'impôt innovation. Une instruction fiscale a été publiée la semaine dernière, après concertation avec les représentants des entreprises, qui dissipe un certain nombre d'incertitudes qui pouvaient entourer la notion d'innovation. Dès 2014, les entreprises pourront obtenir l'imputation, le remboursement de la créance acquise au titre de leurs dépenses de 2013. C'est l'un des leviers dont nous nous dotons pour accompagner les PME vers le marché. Il ne suffit pas pour nous simplement de progresser en R&D, encore faut-il que nos entreprises traduisent en innovation sur le marché français les découvertes scientifiques qu'elles réalisent. Enfin, 2014 sera une année d'évolution du statut et notamment du régime fiscal des jeunes entreprises innovantes. Vous savez qu'avait été décidé en 2011 un nouveau dispositif de dégressivité des charges des jeunes entreprises innovantes qui était beaucoup moins favorable que celui qui prévalait jusqu'à présent. Nous avons décidé de mettre fin à la dégressivité des exonérations dont bénéficient ces jeunes entreprises pour rétablir le taux d'exonération à 100% pendant 3 ans, pendant la durée de l'investissement dans l'innovation. Ces mesures devraient renforcer le soutien à la croissance de PME, porteuses d'innovation et d'emploi. Elles représentent pour les finances publiques un coût non négligeable de 60 millions en 2014 et de près de 90 millions par la suite. C'est donc un dispositif important d'accompagnement des jeunes entreprises qui innovent. Enfin, nous avons décidé de mettre en place un dispositif accéléré d'amortissement pour les jeunes entreprises et les entreprises PME, PMI qui investissent dans la robotique. Ce dispositif d'amortissement avantageux est destiné à faire en sorte qu'on puisse gagner dans les PME, PMI innovantes de la productivité par des investissements industriels significatifs. Je veux donner 2 chiffres qui montrent bien le retard que nous avons rattrapé. Il y a 34 500 robots industriels dont la moyenne d'âge est élevée en France, contre 150 000 en Allemagne. C'est-à-dire que les entreprises allemandes ont beaucoup investi au cours des dernières années dans du matériel moderne qui permet de réorganiser le travail, de faire monter en gamme les produits, ce qui est un facteur de compétitivité extrêmement important, et d'améliorer la productivité. Nous voulons que cela soit également le cas. Le 3e axe, c'est l'emploi et la croissance. J'ai dit quelques mots sur le CICE. Je voudrais dire quelques mots également sur la fiscalité des entreprises, dont il a beaucoup été question ces derniers jours et qui a fait débat, pour vous dire la manière dont nous avons raisonné et la manière dont nous entendons raisonner dans les mois qui viennent à la faveur des assises de la fiscalité des entreprises qui se dérouleront comme les assises de l'entrepreneuriat, en présence, en tous les cas je le souhaite, des parlementaires intéressés et concernés à partir du début du mois de janvier. D'abord, pour ce qui concerne le CICE. Le CICE correspond à un allègement net de charges de 20 milliards d'euros, je l'ai indiqué tout à l'heure. Cet allègement net de charges de 20 milliards d'euros est parfois considéré par un certain nombre d'interlocuteurs du monde de l'entreprise avec lesquels nous débattons comme moins intéressant qu'une diminution des cotisations sociales. Je veux simplement rappeler qu'une diminution des cotisations sociales a pour principal effet, par-delà l'effet positif pour l'entreprise, dans les secteurs concurrentiels, de bonifier l'assiette de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent, ceux qui préconisent la diminution des cotisations sociales, à travers notamment le dispositif de TVA sociale, récupèrent une partie de ce qu'ils ont donné à travers l'abaissement de cotisations par l'IS. Bon. Mes services ont fait un petit calcul à ma demande. Il aurait fallu faire 33 milliards de TVA sociale pour arriver à un allègement net de charges de 20 milliards. Et par ailleurs, ce que nous faisons devrait enchanter tous ceux qui, dans l'entreprise, sont favorables à des économies en dépenses, puisque ces 20 milliards d'allègement net de charges sont financés à hauteur de 10 milliards par des économies en dépenses, 6 milliards par une augmentation de la TVA, le solde étant assuré par une montée en puissance de la fiscalité écologique. Donc ces 20 milliards, ils montent en puissance, il s'agit d'un allègement net de charges, on a pu le mobiliser dès 2013 à travers le préfinancement, et c'est un allègement net de charges qui ne fait pas l'objet d'un transfert intégral sur le consommateur, puisque vous avez 50%
d'économie en dépenses et que la montée en puissance de la fiscalité écologique ne concerne pas que les particuliers. Les entreprises contribuent également au financement de cette fiscalité. Il y a des interrogations au Parlement, c'est bien légitime parce que le Parlement est là pour contrôler l'action de l'exécutif. Et moi, je ne suis pas du tout choqué que les parlementaires s'interrogent sur les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures qui mobilisent de l'argent public. Pour ce qui concerne le CICE, un processus d'évaluation, comme l'indiquait le Premier ministre, a été lancé. Et nous ne sommes pas favorables au gouvernement à ce qu'il y ait des modifications sur ce crédit d'impôt avant que les résultats de l'évaluation ne se soient fait connaître, parce que cette mesure entre en vigueur de façon pleine et entière en 2014 et qu'il faut que nous rentrions dans une démarche où une mesure, avant d'être modifiée, doit être évaluée par la représentation nationale dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, ce qui est bien normal, et que le tout doit être fait dans le cadre d'une visibilité pour les entreprises qui ont besoin de stabilité. Les entreprises ont besoin d'être garanties que les dispositifs que nous mettons en place à leur profit sont stables dans le temps, parce que rien n'est pire que l'instabilité fiscale pour ceux qui prennent des risques et qui investissent. Mais la stabilité ne signifie pas que nous devons renoncer à l'évaluation. L'évaluation est légitime, et lorsque l'évaluation donne des résultats, le Parlement et le gouvernement sont légitimes à modifier les dispositifs, mais tout cela doit se faire dans l'ordre, dans la méthode, pas autrement. Ça, c'est pour le crédit d'impôt. Ensuite, la réforme sur la fiscalité des entreprises, et je conclurai par ça. Lorsque je suis arrivé au ministère du Budget, dans les circonstances apaisées que l'on sait, j'ai fait ce que l'on appelle des visites d'embarquement. C'est-à-dire que je suis allé voir les représentants du monde de l'entreprise pour leur dire, mais pas simplement eux, les représentants du monde syndical, des grands patrons, des économistes, des fiscalistes, des intellectuels aussi. Bon. Je suis allé voir toute une série d'acteurs en leur disant, bon, dites-moi un peu comment vous voyez les questions qui touchent aux matières dont j'ai la charge, et notamment avec le monde de l'entreprise, j'ai demandé que l'on m'indique quels étaient les sujets fiscaux qui paraissaient les plus urgents. Et à ce moment-là, on m'a dit 3 choses assez simples. 1, simplifier le paysage. Des taxes se superposent les unes aux autres, on a l'impression d'un véritable palimpseste fiscal, chaque gouvernement y va de son invention. Le précédent gouvernement, en 5 ans, en a créé 20 de taxes, dont une taxe sur les mollusques, rien n'a échappé à l'imagination fiscale. Et je ne le dis pas pour l'incriminer lui, parce que tous les gouvernements ont tendance à ajuster les budgets par les taxes, et ça crée une superposition qui ne rend pas les choses nécessairement lisibles. Donc la simplification, je l'ai entendue. Et donc mon objectif a été de préparer le projet de loi de finances pour 2014 en essayant de simplifier. Le deuxième sujet qui a été évoqué, c'est la stabilisation. C'est-à-dire simplifier pour stabiliser. Faites en sorte qu'on ait de la lisibilité dans le temps, que l'on ait une espèce d'accord pluriannuel qui nous permette de savoir comment les choses vont se passer. Et troisièmement, stimuler la croissance, parce que c'est par la simplification, l'allègement du coût du travail, aussi la montée en gamme de nos produits, l'innovation, que nous parviendrons à retrouver de la croissance et de la compétitivité. Et par conséquent, à partir du moment où la discussion était celle-ci, nous avons raisonné de façon assez simple. Il y a 2 impôts sur le chiffre d'affaires qui s'appellent l'IFA et la C3S. Je me suis dit, essayons de faire en sorte que les impôts qui pèsent sur la production, c'est-à-dire qui pèsent sur la production, le chiffre d'affaires avant que le résultat n'ait été constaté, soient progressivement abandonnés. Essayons de taxer le résultat après qu'il a été réalisé. Comme l'assiette de l'impôt sur les sociétés est mitée, et que ce mitage de l'assiette de l'impôt sur les sociétés permet à un certain nombre de grands groupes d'optimiser, c'est-à-dire de ne pas payer l'impôt sur les sociétés alors qu'ils dégagent du résultat, ce qui, bien entendu, conduit à un certain nombre de PME, PMI, ETI à payer plus qu'elles ne devraient payer, parce que si tout le monde payait sans optimiser, le prélèvement sur l'ensemble serait plus léger. Bon. Et essayons d'inscrire tout ça dans le temps. Donc moi, j'ai commencé par proposer la suppression de la C3S et de l'IFA, la mise en place d'un impôt sur le résultat qui aurait été un impôt anti-optimisation et le démitage de l'assiette, le tout permettant une baisse de l'impôt sur les sociétés qui aurait été ramenée au niveau européen.
La réaction de mes interlocuteurs, ça a été de dire c'est intéressant, pertinent mais compliqué. Deuxième réunion, c'est compliqué bien qu'intéressant et pertinent. Et troisième réunion, c'est surtout compliqué. Ce que je comprends, moi j'ai compris ça parce que supprimer 2 impôts sur le chiffre d'affaires qui représentent 7 milliards de rendement et les transférer immédiatement, ça fait des effets de bord et des effets de transfert qui impliquaient qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir. Nous avons donc proposé ensuite qu'on amorce cela par un impôt sur l'excédent brut d'exploitation qui montait un peu en puissance et on supprimait l'IFA, éventuellement diminuer un peu la C3S. Là, une remarque très pertinente a été faite. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi le BE? Non pas parce que nous avions une espèce de relation fusionnelle avec le BE. L'excédent brut d'exploitation n'est pas un truc qui fait vibrer personne dans cette salle, et même pas les ministres du budget. C'est tout simplement parce que nos interlocuteurs préconisaient une assiette large et un taux bas. Et une assiette large et un taux bas, c'était assez facilement cette assiette-là. À partir du moment où on a, dans les discussions, on nous a dit on préfère un taux plus haut avec une assiette qui ne pénalise pas l'investissement, j'avais proposé qu'on prenne un amendement technique dans la discussion parlementaire pour qu'on sorte les investissements de l'assiette. En contrepartie, on avait un taux un peu plus haut. Puis finalement, la préférence a été que nous prenions une solution transitoire, la surtaxe IS, qui permette de prendre le temps de la discussion avec le monde de l'entreprise, dans le cadre des assises. Par construction et tempérament, je pense qu'il vaut mieux un bon compromis qu'un mauvais conflit, et qu'il est utile, lorsqu'on veut convaincre, de prendre le temps de le faire et d'être capable de créer les conditions d'une confiance. Et donc, il faut créer les conditions de cette confiance mutuelle et que nous parvenions à atteindre le but. L'objectif, c'est d'être pragmatique. C'est pas de se faire plaisir à soi-même, c'est d'être utile, de prendre les bonnes mesures. Et si les bonnes mesures, il faut prendre le temps de les étudier collectivement, alors faisons-le. C'est la raison pour laquelle, avec Pierre Moscovici, nous avons fait ce choix. Bon, je crois avoir balayé une grande partie des sujets qui sont dans ce PLF. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Prenez le micro qui est à côté de vous, monsieur, et présentez-vous, s'il vous plaît. Le micro n'est pas mobile, il faut se lever, je suis désolé. De sujets qui sont louables dans ce que vous avez décrit. Moi, je suis président d'une petite entreprise en province, une ETI qui fait 275 millions de chiffre d'affaires, 500 salariés. Ce que je constate, c'est qu'en 2012, le taux d'imposition de société que nous avons payé s'est monté à 38%, compte tenu des surtaxes et de la non-déductibilité d'une partie des frais financiers. Or, je suis dans un métier où cette non-déductibilité des frais financiers provoque des dommages collatéraux absolument gravissimes, d'autant plus qu'elle va monter à 25% de non-déductibilité avec le nouvel exercice. Alors, je sais que je suis dans un métier où le rapporteur socialiste, M. Eckert, nous a dit qu'on ne faisait pas pleurer, et que donc nous travaillions pour les riches. Effectivement, il se trouve que je suis dans le Champagne. Mais le Champagne, vous savez, c'est 50% de chiffre d'affaires à l'exportation, c'est 35 000 emplois, et ça ne se balaye pas du revers de la main sous prétexte que c'est, entre guillemets, catalogué boisson de riche. C'est un vrai travail. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce métier, nous achetons un kilo de raisin qui est le plus cher du monde à 20 000 vignerons indépendants. Nous achetons ce kilo de raisin entre 5 € et 7 € le kilo. Ensuite, nos maisons les élèvent pendant 3 ans. Ce qui veut dire que nos frais financiers sont considérables, malgré les taux bas que nous vivons actuellement. Nos frais financiers chez nous, c'est presque les 3/4 de la masse salariale. C'est pour vous donner une idée. Donc, la non-déductibilité pour la dizaine d'ETI concernés, elle est gravissime. Elle est gravissime, et que va-t-il se passer? Il va rester 2-3 grands groupes, le groupe LVMH, bien sûr, le groupe Pernod Ricard, qui appartiennent en grande partie à des fonds étrangers, et les 5 ou 6 ETI indépendantes qui restent, c'est-à-dire la nôtre, Lançon BCC, Tétinger, Laurent Perrier, des noms qui n'ont pas démérité de la France, vont se trouver étranglés pour peu que les taux d'intérêt remontent.
Donc ça, c'est quand même une situation grave. Alors vous allez me dire, c'est rien, c'est un tout petit truc, ça porte en tout sur peut-être 15-20 millions d'euros, mais ça pèse sur très peu de maisons qui doivent bien rembourser leurs emprunts. Voilà, donc il y a de temps en temps des dommages collatéraux qui sont graves. Alors voilà, l'année prochaine, avec les simulations, nous serons à plus de 40 et quelques %, sans compter la nouvelle surtaxe d'IS, d'impôt. C'est embêtant, grave, parce que nous avons aussi des emprunts remboursés. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Comme le ministre, à cause des contraintes de temps, je vais vous proposer de prendre les questions et puis, Monsieur le ministre, vous voudrez peut-être y répondre tous ensemble. Florence, sors de ta réserve et pose la question sur la fiscalité des fonds parce que je suis bien incapable de le faire. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Effectivement, on a découvert dans le projet de loi de finances pour 2014... Florence Moulin, avocate à la Cour. Merci Jean pour la présentation. Membre du groupe fiscalité et PME de PME Finance. Donc on a découvert effectivement dans le cadre de la réforme des plus-values mobilières que le projet de loi contenait une réforme sur la fiscalité des distributions qui seraient réalisées par des FCPR et des SCR à des non-résidents, donc à des étrangers. Et ce dispositif prévoit une retenue à la source de 30% sur toutes les distributions qui seraient faites, notamment par un fonds d'investissement, à partir du moment où la plus-value qu'il distribue trouve son origine dans un actif français. Or, c'est extrêmement préjudiciable à l'activité du financement du private equity, sachant que d'ores et déjà aujourd'hui, c'est un acteur et une activité qui est en crise puisque les levées de fonds sont de plus en plus faibles. Les levées de fonds ont diminué de 75% sur quelques années. Et il est évident que ça discrimine les acteurs français, puisque si vous avez une entité, par exemple luxembourgeoise, qui investit en France, ce qu'elle va distribuer à ses investisseurs ne sera évidemment pas soumis à cette retenue à la source de 30%. Donc je m'interroge sur l'objectif de cette mesure et sur sa pérennité, effectivement, puisqu'on espère que ce sera rapidement rectifié. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Oui. Alors, c'est simplement, je ne vous avais pas vu, donc monsieur d'abord, et puis vous, il n'y a aucun problème. Et après, je pense qu'on sera là, on y sera. Ça marche mieux avec le bouton. Oui, excusez-moi. Je m'appelle Eric Bezard, j'ai repris il y a 3 ans une PME qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50% à l'export avec un ami. J'ai beaucoup apprécié votre exposé théorique sur la façon d'aider et de financer le développement des PME. Je suis surpris qu'à aucun moment on parle d'autofinancement et que l'on base le financement des entreprises sur la redistribution. C'est très intéressant à condition que les dispositifs soient efficaces, pas seulement sur le plan législatif mais également opérationnel. Et donc je voudrais juste vous faire part de mon expérience d'entrepreneur qui tous les jours est confronté donc à ces difficultés. Par exemple, j'ai déposé un rescrit fiscal, puisqu'on a prévu, malgré un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, un investissement d'1,8 million sur 3 ans en R&D. J'ai déposé un rescrit fiscal en février. À fin octobre, je n'avais toujours pas eu de réponse, et le dossier n'avait toujours pas été transmis au ministère de la Recherche pour l'expertise. On essaye de se développer à l'export. Pardon de vous interrompre, c'est une demande de rescrit sur le crédit impôt recherche. Tout à fait. Sachant que la loi qui s'applique a été changée le 29 décembre, il nécessite d'avoir déposé le dossier avant le 15 octobre. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et par exemple, pour le développement à l'export, on a déposé un crédit d'impôt export également, qui aujourd'hui n'a toujours pas été remboursé. Donc, que comptez-vous faire pour que les bonnes intentions exprimées dans la loi de finances se réalisent effectivement sur le terrain ? Une dernière question très brève, je vous prie. Ça va être très bref. Bonjour Monsieur le Ministre, Christophe Rimbaud, ex-entrepreneur, investisseur. C'est un sujet qui a été évoqué ce matin. Je vous entends parler de lisibilité fiscale, de stabilité, d'engagement, d'épargne productive. Il y a une quinzaine de jours, vos services, dans le cadre de la préparation de la loi de finances de la sécurité sociale,
on dit qu'à partir de septembre, les plus-values, y compris celles faites depuis 92, ou même 97, enfin, ce qui est mon cas, étaient taxées au taux plein d'aujourd'hui, 15,5, alors que dans les années 90, il y a eu une montée progressive en puissance. Donc à un moment où vous lancez le PEA, PME, et c'est une très bonne solution, il paraît un petit peu difficile de revenir 20 ans en arrière, de prendre les plus-values qui ont été faites à un certain taux. Et je le dis d'autant plus que la plupart des gens qui ont des PEA comme ça, il y a 60 000 PEA qui sont arrivés maintenant au plafond, et donc par définition, avec un taux moyen de 6-7, compte tenu des 3 cracks qu'on a eus, ce sont ces gens-là qui peuvent éventuellement investir dans le nouveau PEA. Avec cette mesure, enfin j'espère que c'est un projet de mesure, la confiance est un petit peu ébranlée. Voici, Monsieur le Ministre, un panorama des questions. Un panorama des questions que j'ai entendu beaucoup plus souvent que toutes les histoires sur le BE, je dois dire. Bien. Merci de le dire. Ça ne me contrarie pas, bien au contraire. Les 4 questions qui viennent d'être posées montrent finalement que la difficulté des sujets dont on traite repose essentiellement sur la nécessité de trouver en toute chose le juste équilibre. Je vais commencer par votre question. Je ne doute pas que ce que vous dites sur l'entreprise de fabrication de champagne dans laquelle vous êtes est juste sur la question de la déductibilité des intérêts. Et la question n'est pas de savoir si le champagne est bu par telle catégorie sociale ou telle autre. C'est un vecteur de notre industrie important. Il contribue à l'image de la France. Il est un produit qui contribue à notre balance commerciale, et par conséquent, les approches de la majorité ne sont pas de cette nature. Elles sont d'une autre nature que je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre en place, plutôt de contingenter la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt? Il y a 2 raisons à cela. La première raison touche à la question de la lutte contre l'optimisation dont je parlais tout à l'heure. Parce que ce n'est sans doute pas le cas de la PME-PMI à laquelle vous participez, vous appartenez, mais c'est le cas d'un certain nombre de grands groupes qui déduisent leurs intérêts en France et transfèrent leurs bénéfices à l'étranger. J'ai vu que vous avez applaudi tout à l'heure lorsque l'on a évoqué la question de la moindre déductibilité des intérêts. Je ne veux pas vous inviter à applaudir, mais enfin, si je vous disais que la non-déductibilité des intérêts en France et le transfert des bénéfices à l'étranger n'est quand même pas la meilleure manière de garantir la diminution de la pression fiscale qui pèse sur la totalité des entreprises françaises, un très grand nombre d'entre vous seraient tentés d'applaudir de la même manière. Peut-être les mêmes, d'ailleurs. Et par ailleurs, je ne veux pas vous donner la liste des grands groupes de l'agroalimentaire qui fabriquent parfois des produits très haut de gamme du type de ceux que vous fabriquez, qui ont des résultats très significatifs et qui ne paient pas du tout d'IS. Ah mais j'ai des listes. J'ai des listes. Là où je suis placé, j'ai des listes. Donc ça existe. Non mais je fais cette démonstration devant vous, pourquoi ? Parce que, et c'est très bien qu'on ait cet échange spontané hors micro et qu'on discute et qu'on chemine ensemble, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas dans le cerveau d'un ministre du budget normalement constitué qui cherche le juste équilibre des intentions. Là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut éviter qu'on transfère les bénéfices dans le cadre des... C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend des mesures sur le prix de transfert dans la loi fraude et dans la loi finance. On veut éviter qu'on déduise les intérêts en France parce que ça, c'est une porte ouverte considérable à l'optimisation fiscale. On ne veut pas le faire dans n'importe quelles conditions. On a bien conscience que pour un certain nombre d'entreprises, ça peut être intéressant. Et donc, on essaie de trouver le juste équilibre. Il y a une deuxième raison. La dernière question, ou la troisième question qui m'a été posée sur l'autofinancement témoigne, c'est qu'à partir du moment où on encourage la déductibilité des intérêts, ça veut dire qu'on encourage l'endettement plutôt que le financement en fonds propres ou en autofinancement. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Il faut trouver le juste équilibre, parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas faire autrement que de s'endetter. Pour elles, la déductibilité est un sujet, d'autres qui l'utilisent à des fins d'optimisation, d'autres enfin qui considèrent que l'endettement des entreprises est un problème macroéconomique sérieux et qu'il vaut mieux inciter les entreprises à l'autofinancement au développement des fonds propres. Donc, je réponds à votre question en vous disant que nous avons pris des mesures
qui sont destinées à faire en sorte que le juste équilibre soit atteint. Et qu'il y a une cohérence derrière cela, il y a une raison. Ce n'est pas une mesure... on a toujours l'habitude de dire à Bercy, il y a des technocrates qui ont dans les tiroirs des vieux rogatons de dépenses d'économie budgétaire et des vieux rogatons d'impôts qu'on ressort au ministre. Moi, ça ne marche pas comme ça avec moi. Quand on me propose, d'abord, je n'ai pas vu beaucoup de vieux rogatons parce que les esprits qui travaillent avec moi sont déliés, véloces et intelligents. Et ensuite, quand on me les propose, je les vois venir. Bon. Donc, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça, voilà la première question. La deuxième question sur la retenue à la source, le risque que cela peut poser lorsque des produits sont présentés par des institutions financières issues d'autres pays qui ne bénéficient pas des mêmes contraintes fiscales ou bénéficient de régimes fiscaux avantageux. Bon, Pierre Moscovici vous a dit ce matin que ce sujet pouvait faire l'objet d'approfondissement, de discussions, de débats. Je confirme ce qu'il vous a dit. Pour ce qui concerne le rescrit sur le crédit d'impôt recherche, de manière plus générale, l'efficacité des systèmes de redistribution, je pourrais vous parler du CICE, c'est aussi une Italie dans le PME. Alors, si je peux me permettre, le crédit impôt recherche est de mémoire, enfin non, alors dans les ordres de grandeur, les PME et les ETI représentent presque les 2/3 des demandes et le tiers des sommes perçues. On tient, sous le parrainage de votre ministère et du ministre de l'économie et des finances, une série de conférences qu'on appelle les matinales crédit d'impôt. L'inventeur de l'idée se reconnaîtra, il est dans la salle, sur la manière dont les PME peuvent effectivement profiter du CICE, du CIR, du C2I, ainsi de suite. J'étais vendredi dernier à Nancy où le responsable local de la direction de la recherche et de la technologie des deux RT a reconnu qu'il refusait 25% des dossiers, donc essentiellement des dossiers de PME, qui arrivaient sur son bureau. La situation telle que nous la comprenons, c'est que le ministère de la Recherche considère comme exclu du champ du CIR une demande sur 4. Et que derrière, cela crée un contentieux entre l'administration fiscale et les entreprises qui demandent à bénéficier du crédit impôt recherche. Cette insécurité, ce fort contentieux dont le président de la République lui-même a fait état lors des assises de l'entrepreneuriat, donc crée un sentiment d'incertitude chez le chef d'entreprise et qu'il conviendrait de vider l'abcès. Mais est-ce que je peux vous donner ma réponse? C'est pas tout à fait ça. Bon. Mais nous y reviendrons, vous m'expliquerez. Laissez le ministre répondre, je vous prie. Allez-y, monsieur. Je ne veux pas de questions rentrées. La problématique n'est pas forcément d'avoir un refus sur le CIR. C'est la loi du genre, puisque si en effet c'est pas éligible, c'est pas éligible. La problématique, c'est de se retrouver à avoir engagé presque 10 mois de dépenses, alors que le rescrit n'a même pas été regardé, transmis à l'expertise du ministère, et de ne même pas le savoir, puisque si on n'avait pas fait les démarches nous-mêmes, le centre des impôts ne nous aurait pas dit. C'est ça la problématique. Parce qu'aujourd'hui, on a dépensé pour 800 000 €, on ne sait pas si on va avoir un rescrit, et on se pose la question de continuer à faire le programme, parce qu'on n'a pas forcément la trésorerie. Bon, je voudrais répondre aux 2 questions qui restent, parce qu'ensuite, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous quitter. Pour ce qui concerne le CIR, bon, nous avons le souhait de mettre en place des dispositifs qui soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficients que ceux qui ont prévalu jusqu'à présent. D'abord en réarticulant la relation entre le ministère de l'Industrie, la Direction générale des finances publiques et le ministère de la Recherche, pour que sur ces rescrits, il puisse y avoir des réponses plus rapides et qu'une fois que la réponse a été donnée, les choses puissent être stabilisées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous avons lancé avec Pierre Moscovici, ça vaut pour le CIR, mais ça vaut également pour d'autres projets d'entreprise, que l'on appelle la relation de confiance. La relation de confiance, c'est la volonté que nous avons, lorsqu'une entreprise procède à des investissements dans des domaines où il y a une part de risque et d'innovation rentre dans ce cadre, de faire en sorte que cette entreprise dispose d'une relation avec l'administration fiscale qui permette à cette entreprise, par rescrit notamment, d'être parfaitement informée de la manière dont elle sera traitée, de telle sorte que les contrôles qui s'exerceront sur elle changent de nature. La relation de confiance, c'est une relation itérative entre l'administration et l'entreprise. L'entreprise présente à l'administration son projet,
entre contrepartie de quoi l'administration indique à l'entreprise la manière dont l'entreprise sera traitée tout au long du déroulement de son projet, et il y a des réunions ou des rendez-vous réguliers entre l'entreprise et l'administration qui permettent à cette entreprise d'avoir des réponses précises aux questions qu'elle pose, d'être suivie par l'administration fiscale, ce qui évite les contrôles trop contraignants. Parce qu'ils peuvent opérer le développement d'une entreprise. Mais en même temps, l'administration fiscale est légitime à faire des contrôles dès lors que de l'argent public est mobilisé. Je dois d'ailleurs vous donner un chiffre. J'ai fait faire des statistiques extrêmement précises après avoir participé à plusieurs réunions du type de celle de cet après-midi, avoir rencontré un grand nombre de chefs d'entreprise sur le nombre d'entreprises qui font l'objet de contrôles après avoir bénéficié du CIR. C'est 4 à 5% des entreprises qui bénéficient du CIR. Parce que le CIR n'est pas un axe de contrôle. Des entreprises qui ont le CIR peuvent être contrôlées, mais aucune instruction n'est donnée à l'administration fiscale disant à l'administration fiscale tous ceux qui ont un CIR doivent être contrôlés. Des entreprises peuvent l'être, elles le sont dans le cadre des campagnes de contrôle et des échantillonnages de contrôle que l'administration fiscale effectue chaque année, mais sans qu'il y ait un ciblage particulier à ce titre. Pour ce qui concerne ce sujet, d'ailleurs, monsieur, je suis tout à fait prêt à ce qu'on puisse se revoir, mon cabinet ici aussi, pour vous donner tout élément supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre du développement de votre démarche. Sur les plus-values de placement, bon, vous avez vu ce que nous faisons cette année pour accompagner, un moment, et nous allons, je l'ai dit tout à l'heure, faire une réforme de l'assurance vie qui a vocation aussi à se faire dans un cadre de discussion, de concertation, une approche globale qui permette d'avoir la stabilité et en même temps l'efficacité, parce que nous voulons faire en sorte que des fonds qui sont placés aujourd'hui en assurance vie aillent vers les PME, PMI innovantes. Tout ce que nous faisons pour l'entreprise doit être assorti également d'une préoccupation qui est une préoccupation de justice fiscale. Il n'est pas, quand vous vendez un bien, vous êtes imposé au taux décidé par le législateur le plus récemment possible. Là, ce qu'il fallait faire, vous connaissez la mécanique, c'était de reconstituer la totalité des taux historiques applicables au placement tout au long de la durée du placement. Si l'on veut de la simplification, si l'on veut des mesures en faveur des entreprises, si l'on veut garantir la stabilité des placements d'assurance vie, à un moment donné, il faut que l'on soit capable aussi de mettre dans tout cela des choses qui soient simples et justes. Alors au moment où on prend la décision de faire des choses simples et justes, ça déplaît. Puis une fois que les choses sont faites, dès lors que ça s'inscrit dans un cadre global, cohérent et durable, ça se comprend. Je préfère faire des choses qui au début déplaisent et après se comprennent, plutôt que des choses qui au début plaisent et après suscitent l'incompréhension. C'est le choix qui a été fait. Et qui doit être rapporté à tout ce que nous faisons par ailleurs et dont je vous ai fait la liste, en faveur de l'investissement en fonds propres des entreprises pour accompagner les PME, PMI. Bon, j'ai bien conscience que sur ce sujet, ce n'est pas le sujet sur lequel vous êtes le plus convaincu, mais je vous dis les choses comme je les pense. Parce qu'en même temps, on ne peut pas tenir des discours différents en fonction de ses interlocuteurs, sous prétexte que ceux-ci veulent entendre plutôt cela et les autres plutôt ceci. Ce qui fait la crédibilité de la parole publique, c'est que quels que soient les interlocuteurs, elle est la même. Donc, les représentants du monde de l'assurance qui m'ont appelé, pour certains d'entre eux, ils se reconnaîtront, ils sont dans cette salle, pourront constater que bien que cette réforme leur déplaise, ils auront entendu dans cette salle exactement la même chose que ce que je leur ai dit par le truchement de mon téléphone. Et ce sera la seule consolation pour vous. Voilà, merci beaucoup.